Bonjour, bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre sur la page Envolez-moi. Aujourd'hui, donc, avec Philippe Delneufcourt, que j'ai vraiment le très, très grand plaisir d'inviter aujourd'hui. Vous allez voir, cet homme est passionnant. Enfin, honnêtement, j'adore l'entendre et j'adore l'écouter. On était d'ailleurs en train de discuter juste avant ce live et j'ai failli pas voir l'heure arriver. Donc, je pense que, et j'espère que vous serez aussi intéressés que nous dans cette interview d'aujourd'hui, qui porte donc sur l'art du lâcher prise. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes. Attendez, je vais juste vérifier que tout se passe bien du côté de Facebook. Ouais. Hop. C'est bon? Toi, tu vois quelque chose, Philippe? Moi, je vois un viewer, je vois Ah, un hop. comment. Ah, ça y est, voilà. Ok. Ah, bah, c'était peut-être. Ouais. Alors, attends. Donc, c'est bon. OK. Donc, on est bien en direct, impeccable. Avant de demander peut-être à Philippe de se présenter et puis que les personnes qui voulaient assister en direct à ce live nous rejoignent, je fais comme d'habitude une petite présentation rapide d'Envolez-moi pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Donc moi, pour ma part, je suis Catherine Pie, je suis la fondatrice d'Envolez-moi, qui a vocation donc à accompagner les personnes qui ont connu, comme moi, un burn-out, à rebondir sur le plan professionnel et à les aider à changer leur vie en mieux après cet épisode du burn-out. Donc mes accompagnements se font en ligne et pour ceux qui sont éventuellement intéressés, je vous invite à aller voir sur le site envolez-moi.com ou à nous rejoindre sur le groupe privé Rebondir après un burn-out où on peut échanger entre personnes qui connaissent cet épisode. Euh, Aujourd'hui, effectivement, sur le sujet du burn-out, je sais que je lis très 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 souvent dans les forums, dans les discussions, des échanges de personnes qui me font sourire parfois, mais que je comprends tout à fait, hein, mais dont l'objet est de dire arrêtez avec ce lâcher prise. Je ne supporte plus qu'on me dise ça parce que il s'agit pas de le dire, il s'agit d'arriver à le faire. Et généralement, quand on se le dit, on a beaucoup de mal à le faire. Donc, j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant à évoquer pour que Philippe, qui est un spécialiste du sujet, puisse nous expliquer et nous donner quelques clés sur la façon dont on peut y arriver. Philippe, bonjour à toi déjà. Bonjour. Et est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter, un peu présenter ton parcours, savoir comment tu es arrivé jusqu'ici et à proposer aujourd'hui ce que tu proposes. Oui, donc mon parcours il était un petit peu chaotique, mais je pense que la plupart des personnes que je rencontre et qui en viennent à travailler dans ce domaine ont eu certainement un parcours un peu chaotique, hein. On n'est plus à une époque où on commence à travailler à 18 ans et on sort de sa pension à 65, ça a un peu changé. Donc moi, j'ai commencé à travailler dans les télécommunications pendant 9 ans. Je faisais au final du 24 heures, 7 jours sur 7, en intervention pour les réseaux mobiles euh, dans le nord de la Belgique. Mhm. Il y a un moment où tout ça a complètement perdu son sens et ça a perdu son sens au niveau professionnel et puis une complète perte de sens au niveau personnel aussi. Et puis c'est descendu très très bas, hein. Ça en était un point où je me levais la nuit et je me mettais un sac poubelle sur la tête, hein. Donc c'était quand même assez loin. Et puis en Ouais. fait, ce qui m'a sauvé paradoxalement, c'est à l'âge de 31 ans, ben, c'est que la société où j'ai travaillé fait faillite et je me suis retrouvé à la rue parce que j'avais une voiture de société, un téléphone, un PC portable, etc., etc. Et en fait, je suis arrivé un matin et il y a un grand type en noir qui m'a dit stop, déposez votre téléphone là, votre voiture, vos clés de voiture, votre PC portable, on vous téléphonera. Et puis je suis sorti dans la rue et j'avais même plus un téléphone pour appeler chez moi. Et donc j'ai regardé cette rue et je me suis dit Philippe, c'est bon quoi. Maintenant, c'est bon, je veux être heureux. À partir de maintenant, je veux être heureux. Et je me suis rendu compte que j'avais aucune idée en fait de ce que c'était être heureux, ben, absolument aucune. Mais il y avait un déclic à l'intérieur de soit je m'écroule et c'est fini,
soit je fais quelque chose, quoi, mais vraiment. Et il y a eu une sorte de lâcher-prise qui s'est installée à ce moment-là. On va en parler aujourd'hui de ce formidable sujet du lâcher-prise. Ouais. Et à partir du moment où il y a eu ces décisions comme ça, d'être heureux, j'ai commencé à tomber sur des gens différents. Ça montre à quel point l'intention qu'on a à l'intérieur change complètement ce qui se passe. Et donc, j'ai rencontré un coach à ce moment-là et à qui j'ai expliqué que j'avais plus rien. J'avais plus de voiture, j'avais plus de téléphone, j'avais plus de PC portable, j'avais plus de travail, j'avais plus de salaire, j'avais plus rien. Et il m'a répondu tout simplement deux choses. Il m'a dit, est-ce que tu as à manger tous les jours? Alors, j'ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu as un toit pour dormir au-dessus de ta tête? J'ai dit oui. Il m'a dit, alors, tu as tout. Arrête de te casser la tête avec le reste, parce que tout le reste, c'est cadeau. Et là, j'ai pris ça comme un coup de massue, tu vois. J'ai dit, ben, il est fou, lui, complètement. Vraiment énervé quand il m'a dit ça la première fois. Donc, je lui ai répété une deuxième fois, mais non, vous ne comprenez pas. J'ai dit, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Et il m'a répété, est-ce que tu as à manger tous les jours? Est-ce que tu as un toit pour dormir? Et ça a été vraiment un gros déclic pour moi. Et pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai fait que ce que j'aimais faire, en fait. J'étais promené en forêt, j'ai lu des livres, je me suis formé, j'ai fait de la psychologie, du développement personnel, j'ai étudié tout ça parce que c'est ça que j'avais envie de faire. J'ai lâché tout le reste et j'ai dit autour de moi, à ma famille, aux autres, non, vous me foutez la paix. Je ne veux plus travailler. Et quand on me disait, oui, mais enfin, tu es obligé de travailler, je répondais, non, j'ai à manger tous les jours. On vit dans une région du monde où si on a perdu son travail, on reçoit 1 000 € au chômage. Je ne sais pas combien c'est en fonction du pays, mais il y a, en Belgique, en France, on a de quoi vivre, quoi. On se rend plus compte de ça. Mais quand je vois des gens qui touchent 1 000 € par mois au chômage, qui ont un toit pour dormir, une famille qui les aime et à manger dans leur assiette tous les jours, et qui me disent « je suis dans la merde », on a envie de relativiser, quoi. Parfois, je dis aux gens, c'est un peu cash, mais je leur dis « allumez votre télévision et vous allez voir ce que c'est dans la merde ». Il y a des gens, ils n'ont plus de maison, ils sont sous les bombes tous les jours, quoi. Donc, c'est pour relativiser par rapport à tout ça aussi, hein. Et puis, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, en fait. Hein. Pendant 1 an et demi, j'étais vraiment pris de recul. Je me suis formé à plein de choses. J'ai commencé le yoga, j'ai commencé la méditation, j'ai commencé tout ça. Et puis après 1 an et demi, j'ai voulu transmettre, j'ai voulu offrir ça parce que j'ai fait cette prise de conscience que quand on a changé de l'intérieur, quand on se sent mieux, il y a un truc qui se passe naturellement. C'est que si on garde ça, on se bouffe, en fait. Il faut le donner. Il faut le donner. Le cadeau qu'on reçoit, il faut l'offrir vraiment aux autres, sinon on explose à l'intérieur. Et donc, j'ai fait une formation de formateur, j'ai commencé à m'orienter vers la formation d'adulte. Et donc là, maintenant, en parallèle, je donne des formations en communication, gestion de conflits, gestion du stress, un peu d'énéagramme aussi à du public adulte, hein, en privé. Et puis, avec cette méditation qui s'est développée depuis 2003, j'ai pratiqué en fait plein de styles de méditation. J'ai commencé par faire de la méditation zen, puis j'ai fait de la méditation vipassana, puis j'ai médité avec des Tibétains. Il y a un temple magnifique près de Liège qui permet comme ça de vraiment apprendre la méditation comme le font les Tibétains et pas juste s'asseoir avec eux en silence, mais vraiment de comprendre leur démarche. Puis c'est un sujet qui m'a tellement touché et tellement intéressé que j'ai appris. Et puis, j'ai commencé à animer moi-même des groupes de méditation. Et puis ici, ces dernières années, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il y avait un peu un décalage entre la méditation des moines, où il faut s'isoler dans un temple et chez les Tibétains, il faut prendre refuge pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours. Enfin. Et puis, tous les gens de la vie de tous les jours qui essaient de méditer. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait transmettre en fait cette démarche de méditation à des gens comme ça, quoi, à des gens de tous les jours. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir dans notre vie actuelle que de s'en sortir quand on est moins dans un temple. Hein. Il n'y a aucune interaction dans un temple. Hein. Il n'y a pas de télévision, il n'y a personne qui vous téléphone, les envie boire un verre. Il y a à manger tous les jours, on est en sécurité. Ouais. Par contre, il y a plus de contraintes, il y a plus de difficultés dans la vraie vie, quelque part. Bien sûr, quoi. Souvent, les vrais moines, ils sont ici, quoi. Quand je vois quelqu'un qui me dit « j'ai fait une prise de conscience du mal que ça me faisait de regarder les infos le soir, je vais arrêter », un moine, il n'a pas l'occasion de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les infos le soir. Donc, on va me dire, oui, mais il a déjà fait du travail avant. OK, mais les conditions ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, aujourd'hui, ce que je transmets vraiment, c'est de faire un décalage entre cette méditation qu'on a développée en Occident, qui est basée sur juste une méditation de bien-être, c'est-à-dire je vais essayer de me calmer, de me faire du bien, et les véritables démarches de méditation, qui est une méditation de transformation, en fait, de transformation intérieure pour changer mon fonctionnement interne. Ça, c'est vraiment une grosse différence entre une méditation de bien-être où je vais rester comme je suis et essayer de me calmer, et une méditation de transformation qui est « ok, j'en ai marre de fonctionner comme ça. J'ai plus envie de fonctionner comme ça. »
D'accord, ok, bah ça c'est super intéressant parce qu'effectivement, alors c'est ce que je te disais d'ailleurs juste avant, euh, quand on n'a jamais fait de méditation, on a une image, comme tu dis, de la méditation, de la personne assise en lotus, voilà, qui ferme les yeux et qui pense, ou qui, je sais pas. Moi, personnellement, justement, je ne connais pas, donc je suis très curieuse aussi. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer déjà ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est juste s'asseoir sur un coussin, fermer les yeux et puis essayer de plus penser? Ou voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors ça, c'est la plus grosse erreur qu'on a faite avec la méditation quand ça s'est commencé à se répandre en Occident. C'est ce truc de justement, le moine, il est assis, il est en silence et il est plus touché par rien. Et donc, il est plus triste, il est plus malheureux, il est plus en colère et il ressent plus rien. Donc ça, c'est déjà un leurre énorme. Donc, même le moine qui médite depuis 30 ans, ce n'est pas qu'il ressent plus rien, c'est que ce qu'il ressent n'est plus un problème. C'est une notion énorme à comprendre en méditation. Et quand on pratique la méditation, déjà, ça fait partie des erreurs qu'on fait au début. Hein. Et d'ailleurs, sur mon site, il y a une page entière où j'appelle ça les 7 erreurs typiques quand on médite. Et la première erreur qui est sur cette page, c'est de croire que la méditation, c'est arrêter de penser. Mais si je souffre parce que je pense trop, mon problème, c'est pas que je pense. Mon problème, c'est que j'en ai marre de penser. C'est ça le problème. Et paradoxalement, les pensées créent les pensées. C'est-à-dire que si j'ai une pensée, ça va pas. Ça crée une deuxième pensée qui est zut, ça va pas. Puis une troisième qui est oh, ça y est, hier déjà ça allait pas et aujourd'hui ça va pas non plus. Puis une quatrième qui est qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'arrête ce truc. Et puis une cinquième, en fait, je sais pas, j'arrive pas à arrêter ce truc. Et puis une six, tu vois. Et ça commence cette machine, une locomotive qu'on a dans la tête démarre. Et malheureusement, les pensées créent des émotions parce que quand j'ai une pensée, je me sens mal. Ben forcément, au niveau du corps, il y a des sensations de malaise. Et ces sensations de malaise vont être interprétées par le mental comme quoi je vais mal. Et cette machine démarre. Et donc, c'est identifié par le mental de manière très simple. Le mental n'est pas un ennemi, hein, c'est juste une machine qu'on a dans la tête et qui analyse en permanence les situations. Et le mental, il sent ça, il sent le truc qui va pas. Il analyse très simplement que je me sens mal parce que je pense tout le temps. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour mieux me sentir? Ben, arrêter de penser. Mais c'est justement le fait que je veux arrêter de penser qui fait que je me sens mal. Donc, les vraies pratiques de méditation, c'est pas une pratique pour arrêter de penser ou pour penser moins. C'est une pratique pour se détacher de ça. C'est-à-dire que le fait de penser soit plus un problème. Et pour reprendre l'exemple que je viens de donner, imagine que la journée démarre et je dis, tiens, je me sens mal. Si je suis capable, à ce moment-là, de juste dire, OK. Tu remarques que les pensées s'arrêtent. Ouais, c'est-à-dire d'accepter finalement sa pensée telle qu'on l'a. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose de dire zut, je pense, comment je peux faire pour arrêter de penser, et de dire tiens, je pense. C'est là que ça s'arrête tout seul. Mais c'est pas le but, parce qu'il peut y avoir une deuxième pensée qui arrive derrière. Mais si j'arrête d'en faire un problème, mais ça arrête d'alimenter cette machine et cette locomotive. Avec cette idée très puissante aussi de comprendre que quand j'arrête le moteur d'un bateau, le bateau continue à avancer. Hein. Donc ici, les pensées, c'est la même chose. Quand je pense de la même façon, quand je fonctionne à l'intérieur de la même façon depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que tout d'un coup, je médite pendant 1 heure, ben, il y a des gens qui me disent « Oui, mais après, ça repart. » Ça fait 30 ans que tu fonctionnes comme ça. Tu crois qu'en 1 heure de méditation, tout d'un coup, le système va changer? Oui, mais quand même, je pensais que ça a marché pendant 10 minutes. Ah oui, ok. Si j'arrête le moteur du bateau, le bateau continue à avancer. Il ne va pas s'arrêter tout de suite. Mais il faut avoir cette confiance qu'en pratiquant comme ça, et en arrêtant d'alimenter le moteur du bateau, et à un moment, le bateau va s'arrêter. C'est évident. Donc, si j'arrête d'alimenter cette machine à penser, et à un moment, ça va se calmer d'office. Et donc, pour répondre à ta question de la différence, enfin, c'est quoi vraiment méditer? Donc, moi, je distingue deux sortes de méditation. Tu as vraiment une méditation de bien-être. Ce sont des outils pour agir sur les symptômes, c'est-à-dire je suis stressé et je vais utiliser une outil de méditation pour me déstresser. Je me sens mal et je vais utiliser un outil pour me sentir bien. Je me sens instable et je vais utiliser un outil pour me stabiliser. Ça, c'est une méditation de bien-être. C'est-à-dire qu'il y a un état qui est là et je vais essayer de changer cet état pour l'améliorer. Et c'est important. C'est ponctuel. C'est-à-dire ça répond à un besoin ponctuel voilà. Limité dans le temps. Tout à fait, oui. Et c'est nécessaire. Hein. Moi, je ne rejette pas du tout ce mode de méditation. Il y a juste qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu un piège, quoi. Parce que dans les entreprises, par exemple, on fait travailler les gens 11 heures par jour dans une équipe toxique, avec un chef toxique, avec un salaire de misère.
Et puis après, on leur dit, on va vous mettre des séances de méditation, ça vous allez tenir le coup. Et après, les gens, quand ils craquent, on leur donne le dernier coup final, tu vois, le bon coup d'épée, en disant, pourtant, on vous a donné une formation en méditation, mais la méditation, ça ne sert pas à tenir le coup. La méditation, ça sert à transformer la machine de l'intérieur. Et donc, ce que j'appelle une véritable démarche de méditation, c'est une démarche de transformation. C'est-à-dire qu'on va agir au niveau du fonctionnement du corps et de l'esprit pour changer ma façon de fonctionner et de percevoir les choses. Et en changeant ma perception de ce qui se passe, ce qui se passe va changer. L'exemple, c'est celui que je viens de donner. Hein. En changeant ma perception de « je dois arrêter de penser et si je continue, ça va être l'enfer » et je passe à « je pense en fait, pas grave ». Là, je change ma perception du fait de penser. Et il y a un truc qui se passe, c'est que je pense moins. Mais je travaille sur ma perception, pas sur le fait que je pense trop. C'est pas grave de penser trop, tu vois? Ok, ouais, ok. En fait, ça revient à, j'ai l'impression, à accepter, plutôt d'essayer de combattre, d'essayer d'accepter ses pensées et de les regarder différemment pour que finalement ça nous apaise, quoi, et qu'on arrête de combattre et de faire tourner la moulinette, comme tu disais. Oui. Avec cette difficulté, et c'est pour ça que être accompagné est intéressant, c'est avec cette difficulté que si j'arrête de me battre parce que je pense trop, si derrière il y a encore cette idée de comme ça je penserai moins, je suis encore en train de me battre en fait. C'est ça la difficulté. Et alors, juste par rapport au burn-out, où effectivement, on a souvent, puisque les personnes qui nous regardent sont souvent concernées par ça, on vient de vivre généralement un gros événement, une sorte de cataclysme dans sa vie, un peu ce que tu as vécu toi quand tu te dis, bah voilà, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien. En tout cas, il s'est passé une coupure, un événement qui vient totalement transformer sa vie. Et on est encore dans ces pensées généralement assez culpabilisantes aussi, où on s'en veut, où on pense qu'on n'a pas été à la hauteur, ou etc., etc. Enfin, en quoi est-ce que justement une démarche de méditation peut aider la personne à sortir de ce schéma-là? Ouais. Et donc dans ma pratique de méditation depuis 2003, et moi au début on m'avait dit attention, choisis une voie de méditation, ne mélange pas parce qu'après tu vas te perdre. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, probablement que j'avais un chemin de vie comme ça, hein, mais j'ai remarqué qu'en fait, ça ne me convenait pas du tout de me limiter à une vision des choses. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de chercher une voie qui serait mieux que les autres ou qui me correspondrait mieux que les autres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher l'essence de tout ça. Parce qu'il y a des points communs, évidemment. Je veux dire, quand on parle de la méditation zen ou de vipassana, ou des Tibétains, tout ça a une origine bouddhiste en fait. Hein. Je parle de philosophie bouddhiste, hein, pas de la partie religion du tout, juste la philosophie. Donc il y a un point commun, l'enseignement est le même en fait. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de point commun. Et en cherchant ces points communs, j'ai remarqué qu'en fait, il n'y avait que 3 pratiques en fait quand on fait de la méditation. La première pratique, c'est la concentration. Et en général, on fait ça justement pour se détacher des pensées et pour arriver à calmer la machine. Pas en essayant de calmer la machine, mais comme je l'ai expliqué, en arrêtant de l'alimenter. Pas la même démarche. Et il y a plein de gens qui pratiquent de la concentration, donc ils se concentrent sur leur respiration pendant 1 heure. Et c'est super et c'est très utile. Et dans les pratiques tibétaines, par exemple, quand les enfants sont envoyés dans les temples, pendant 4 ans, ils font que ça, en fait. Juste de la concentration pour calmer le système. De toute façon, aller plus loin, si on n'a pas un minimum calmé son mental, c'est pas évident. Mais si on fait que de la concentration, le problème, c'est qu'on va s'isoler, en fait. C'est-à-dire que en me concentrant sur ma respiration chez moi 1 heure par jour, ça me fait du bien et ça me calme. Mais ça veut dire que je touche pas à ce que je fais la journée, en fait. Alors, on se met à avoir des pics. Hein. La journée, je stresse. Et puis le soir, je me calme. Et en fait, on fait ça tout le temps, en fait. C'est pas ça une vraie démarche de méditation non plus. Donc, il ne faut pas s'arrêter juste à de la concentration. C'est juste pour pouvoir aller à la suite. Une deuxième démarche, c'est ce qu'on appelle l'observation. Et ça va m'habituer à me détacher de ce qui se passe. Et tu parlais très, très bien de l'exemple du burn-out. Hein. Il y a un burn-out qui arrive. T'imagines un peu ce qui se passerait si j'étais capable juste de dire « Tiens, je suis en burn-out. » Ok. Et c'est pas agréable du tout. Ok. Tu sens ce que ça fait. C'est pas du tout la même chose que de dire mais je suis en burn-out, qu'est-ce que c'est au secours, il y a un truc qui se passe et j'ai pas touché au burn-out. Hein.
Ouais, ouais. J'ai pas touché au burn-out. Mm. Et une troisième pratique, c'est ce qu'on appelle la vision profonde, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans le mental, dans le mental. On se réveille le matin et on dit je vais mal. C'est mental ça. Je vais mal, ça veut rien dire, ça ne veut rien dire, je vais mal. Je suis triste, ok. Et donc l'idée ici, c'est ok de revenir aux sensations. Je suis triste, c'est une interprétation mentale de la réalité. C'est quoi la réalité? Qu'est-ce que tu entends par je suis triste? C'est quoi ce truc? Et là, ce sont des pratiques où on va vraiment redescendre dans le corps et aller voir à l'origine de cette étiquette ce qui se passe vraiment en fait. Ça veut dire quoi je suis triste? Qu'est-ce que je ressens quoi? Quand je dis je suis triste, qu'est-ce que je ressens vraiment concrètement dans mon corps? Tout à fait, oui. Et moi, j'essaie tout le temps avec des gens qui méditent avec moi. J'ai des gens, ils me disent j'ai mal tout le temps, j'ai mal tout le temps. Je dis ok, comment tu sais que tu as mal tout le temps? Et les gens, ils ferment les yeux comme ça. Et puis, au bout de, ça prend pas très longtemps, hein, en 10-15 minutes de méditation. Hein, après, ils me disent ouais, c'est pas tout le temps en fait. Tu vois, tu es déjà en train de modifier le système et de modifier la perception que tu as de la réalité. Rien que de prendre conscience que tu penses que tu as mal tout le temps et c'est pas vrai. Et quand on est en burn-out, et je l'ai vécu, hein, c'est la merde tous les jours. Tu as l'impression que tu as une chape de plomb comme ça dans chacune de tes cellules, que tu vas crever à la minute qui va suivre. Et quand tu commences à prendre du recul par rapport à ça, tu te rends compte que, mais non, en fait, c'est pas tout le temps, en fait. Il y a juste qu'au niveau du cerveau, il y a un mélange entre les moments de vraiment où je me sens mal et puis des moments de sérénité où tout se pose. Mais quand tout se pose, j'ai l'impression que oui, mais j'ai pas de travail et je fais rien et je sers à rien. Et donc même ces moments de sérénité vont être interprétés par le mental comme quoi je vais toujours mal en fait. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des moments où c'est douloureux dans le corps et c'est pas du tout agréable. Et il y a des moments où c'est très agréable. Et dans les deux cas, il se passe rien et j'ai pas de travail et je suis foutu. Mais si je reste à ce niveau mental de je suis foutu, ben je me sens mal tout le temps. Mais c'est pas vrai, je suis pas mal tout le temps. Tu vois, c'est ça les perceptions, c'est ce qu'on appelle en bouddhisme les perceptions erronées. Dire que je perçois des choses et c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tant que je fonctionne au niveau du mental, je tourne en rond. Je sortirai jamais de là, jamais. D'accord. Okay. Ça clarifie un peu l'idée de méditation. Ouais, ouais, je trouve ça passionnant. Encore une fois, je l'avais dit en intro, mais je trouve que tu es passionnant quand tu parles de tout ça. Parce que tu arrives vraiment, je trouve, à expliquer les choses de façon hyper claire et concrète. Alors j'ai un fan hein, d'ailleurs, là ça y est, Sébastien Canon qui est présent à chaque live, m'écrit oh un caractère qui me correspond ça et il dit avez-vous une chaîne YouTube, une référence livre ou autre, une très belle philosophie, les pensées négatives en arborescence, toute une histoire. Voilà. Oui, donc, et là, de résumer en 10 minutes ce que je vis depuis 18 mois et essaye d'expliquer aux psy tous les samedis. Lol. C'est clair. C'est clair. C'est un retour que j'ai tout le temps depuis des années maintenant et c'est ce qui m'a motivé en 2014 à animer moi-même un groupe de méditation, malgré que je ne suis pas moine et que je ne me sens pas bouddhiste et que je ne suis aucune philosophie particulière. Mais j'ai tout le temps ce retour des gens qui me disent depuis des années de me dire mais en fait quand toi tu expliques, on comprend en fait. Quand toi, tu expliques, on comprend. Et quand je partais des week-ends comme ça, méditer, que ce soit en zen ou les Tibétains ou autres, et c'est peut-être dû au fait que je mélange, enfin pas que je mélange, mais que j'ai une vision plus large des différentes techniques, ben, des gens venaient me parler à moi et ils me posaient des questions à moi. J'avais envie de dire, ben, demande aux moines. Ils disent non, mais avec toi, je comprends. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est. Alors, on parlera à Sébastien de tout ce comment on peut retrouver Philippe, etc. Donc, juste à la fin. Il y a Christelle là, qui me demande si je comprends bien, la méditation, c'est le pouvoir du positif sur le négatif. Alors, la méditation, c'est sortir de l'idée de positif ou de négatif. Parce que en fait, notre cerveau classe en permanence les choses en deux catégories. Ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et malheureusement, on fait ça pour tout. C'est-à-dire qu'on essaie de supprimer de notre vie tout ce qui nous embête et tout ce qui nous dérange, y compris les parties de nous-mêmes qui nous dérangent. Et on essaie de garder dans notre vie tout ce qui nous arrange, toutes les personnes qui nous arrangent, les trucs agréables et tout ce qui va bien. Et on se met à être à l'opposé du lâcher-prise, parce que la vie est mouvement permanent. La vie est instable, elle est impermanente. Tout est impermanent dans la vie. Et même si ce n'est pas quelque chose que je perds, c'est moi qui vais finir par disparaître. Hein. Donc, tout est impermanent et nous, on s'accroche comme ça. On vit avec un morceau à droite ou à gauche hein, qui est « ça, je veux garder » et de l'autre côté, c'est « ça, je veux plus ». Et on fait ça tout le temps, en fait. « Ça, je garde, ça, je veux plus ». « Ça, je garde, ça, je veux plus ». « Ça, je garde, ça, je veux plus ». Et on devient fou.
On devient complètement fou. Alors, on se fait virer ou on est en burn-out et on dit « je veux pas être en burn-out ». Mais c'est le fait de ne pas vouloir être en burn-out qui crée la souffrance. Et on en a parlé tout à l'heure. Si je suis capable de dire « tiens, je suis en burn-out », ok, pas grave. J'ai à manger tous les jours et j'ai un toit pour dormir. Ok, ben je vais en profiter pour rien foutre en fait. Je change ma perception de ce qui se passe et mon état émotionnel va changer automatiquement. Tu vois? Et l'erreur, et c'est dans un premier temps, c'est ce qui se passe, hein, mais c'est de croire que, ok, ça veut dire que je ne dois plus rejeter ça, je dois accepter ça. Mais on voit qu'en fait, c'est comme les deux faces d'une même pièce, en fait. Et donc, quand je vais essayer de positiver, eh bien, ce qui va se passer dans le cerveau, et c'est inconscient, hein, en essayant de positiver, je vais arriver à quelque chose que je veux garder. Je me dis, bah oui, ça, en fait, ça, c'est bien, en fait. Et hop, je suis reparti dans le problème. C'est comme c'est bien, je vais essayer de le garder. Mais c'est le même problème d'essayer de regarder, de garder et d'essayer de rejeter. Mais ce que tu dis là, enfin alors on parlait de lâcher prise, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais là tu l'as expliqué, hein, le comment arriver au lâcher prise avec tes 3 méthodes ou tes 3 points. Je peux en parler un peu plus après. Parce que en tout cas, moi, pour l'avoir vécu et pour le lire souvent et le voir souvent avec les personnes que j'accompagne, donc on a effectivement cette première phase quand on tombe en burn-out où effectivement on n'accepte pas la situation. Donc comme tu dis, on combat soi-même ses idées, donc voilà, on mouline. Et puis arrive un moment généralement où il y a un déclic qui se fait, ou je sais pas quel est le processus, mais finalement on arrive à une sorte d'acceptation. Et où, comme tu dis, bah voilà, on arrive à profiter de l'instant présent, on arrive à profiter de ne rien faire, on arrive à apprécier les choses telles qu'elles sont, etc. Et donc là, c'est on commence à aller mieux. Maintenant, la question, c'est comment on aide les gens qui sont dans la première phase à passer plus rapidement à la deuxième phase, quoi. Oui, oui. Comment on peut faire ça? Et donc là, je peux parler il y a 3 niveaux par rapport au lâcher prise, hein. Il y a un niveau sur lequel on peut travailler directement, et puis les 2 autres, il faut que ça se fasse indirectement. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu, au niveau du cerveau, on parle souvent des 3 niveaux aussi du cerveau. Il y a le néocortex avec la partie logique, hein, cartésienne, et puis il y a le limbique, toute la partie émotionnelle, et puis il y a le reptilien avec toute la partie survie automatique. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est pas important, c'est juste pour distinguer les 3 niveaux. Et par rapport au fait de ne pas arriver à lâcher prise, c'est le même principe. Si je suis dans si je suis incapable de lâcher prise et que je suis dans un truc mental, c'est parce que logiquement, j'ai créé une structure logique qui fait que je lâcherai pas ce truc. Et ça peut être parce que je pense qu'en ayant ça, je vais continuer à être heureux. Et ça peut être parce que je pense que si j'ai plus ça, je serai heureux. Donc c'est toujours cette idée de garder ou de rejeter, hein, c'est tout le temps là. Donc si je suis dans un truc logique, ben, la solution, elle va passer par une reconstruction logique, c'est-à-dire avoir d'autres informations. Et c'est ce que j'ai eu, par exemple, quand moi je suis arrivé en face de ce coach. Il m'a simplement dit, est-ce que tu as un toit pour dormir et est-ce que tu as mangé tous les jours? J'ai une information logique qui arrive, qui vient se mettre avec les autres informations logiques de je suis foutu et demain je vais mourir. Et le cerveau, il recalcule ça et il dit, mais non, en fait, demain je vais pas mourir, en fait. Tu vois, et en changeant ma compréhension logique, je peux lâcher prise et dire, tiens, ben oui, en fait, c'est vrai, en fait, donc je suis cool, en fait. En tout cas, demain et après-demain, ça va. Ouais. J'ai des choses dans mon frigo, en fait. Là, je suis dans un lâcher prise qui va être au niveau du logique. Si on est dans un blocage qui est plus émotionnel, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a du vécu derrière. Donc, ça veut dire que j'ai enregistré dans le cerveau aussi et aussi dans le corps, j'ai enregistré qu'il s'est passé des choses dans ma vie et je veux plus vivre ça, en fait. Et ça, c'est ce qui peut arriver, par exemple, quand j'ai déjà vécu un burn-out. On voit ça dans les couples aussi. Il y a des gens, ils se sont séparés une première fois et ils ont tellement souffert qu'ils veulent plus se séparer une deuxième fois. Et donc, malgré que leur couple ne va pas bien, ils vont être incapables de lâcher prise de leur couple parce que dans leur corps et dans leur cerveau, ils ont l'information émotionnelle qui est si jamais je lâche ça et que je me retrouve de nouveau tout seul, ça va être l'enfer. De question. Et là, on a beau dire à cette personne, mais non, ça va aller, t'inquiète pas. Là, on est sur du niveau logique et ça marche plus. Ouais. Il faut travailler sur de l'émotionnel. Et là, un psy peut aider, la méditation va aider aussi par rapport à cette prise de recul, mais c'est un travail qui doit se faire émotionnellement. Et le troisième niveau qui est encore plus profond, donc là, c'est clair qu'on est sur de l'inconscient. Hein. Le troisième niveau, il est complètement inconscient. C'est cette habitude mentale que l'on a développée depuis pratiquement notre naissance, à essayer de garder ce qui nous intéresse et à rejeter ce qui ne nous intéresse pas. Et on fait ça tout le temps. Et ça, c'est devenu inscrit dans nos cellules. C'est automatique, c'est un truc que je ne pourrais jamais vraiment supprimer.
Si je mets ma main dans des braises, je vais retirer ma main automatiquement. Donc, on a inscrit dans notre corps un programme qui est, quand ça me convient, je garde, quand ça ne me convient pas, je ne garde pas. Mais quand c'est devenu automatique et inconscient et inscrit au niveau des cellules, à ce moment-là, il faut reprogrammer ce truc-là. Donc là aussi, il y a des techniques de méditation qui existent par rapport au fait de développer ce qu'on appelle l'équanimité. Donc l'équanimité, ce n'est pas « c'est bien », l'équanimité, c'est comme ça. Il y a vraiment deux voies, hein. Il y a « c'est bien », il y a « c'est pas bien », et l'équanimité, c'est au milieu. C'est pas que c'est bien et c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est comme ça. Point. Et là, je vais pouvoir reprogrammer mon fonctionnement interne en essayant de sortir un maximum de cette idée de classement des choses de manière automatique. Et ça, si tu ne le fais pas en méditation, alors il y a eu des adaptations de ça, hein, c'est ce qu'on fait dans certains trucs d'hypnose ou des choses comme ça, ce sont des transformations de techniques de méditation au départ, mais c'est le même principe. Et donc, l'idée, c'est de se reprogrammer, quoi. Mais ça demande un désir au départ, hein, de dire, mais en fait, j'en ai marre en fait, de fonctionner comme ça. J'ai plus envie de fonctionner comme ça. Et là, il y a un piège dans notre société actuelle. Le piège, c'est que si on fait croire aux gens qu'avec uniquement des techniques de bien-être, ils seront heureux, ben, les gens, ils essayent leurs techniques de bien-être et puis ils font ça pendant des années. Et j'entends souvent autour de moi des gens qui me disent, mais ça fait 10 ans que je fais du développement personnel. Ça fait 10 ans que je travaille sur moi. Et je vais pas mieux. Mais oui, c'est parce que ce système interne est tout le temps là de OK, pas OK. C'est ce OK, pas OK qui crée de la souffrance, hein. La souffrance, dans la philosophie de méditation, on dit la souffrance, elle vient de la résistance à ce qui est. Si je suis absolument, s'il n'y a plus de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer, je ne crée plus de souffrance. Je parle de souffrance morale, hein, okay? Si je me cogne à un meuble, je vais toujours avoir mal, hein. Si je perds un proche, je vais être triste. Ça, ce sont des émotions et c'est de la souffrance physique. Mais ici, on parle de souffrance morale, hein. D'accord, ok. Bon, alors j'ai quelques commentaires que je vais te lire et puis donc Sébastien qui nous disait accepter, c'est quand même avaler un gros morceau indigeste, c'est le plus dur. J'ai toujours pas accepté moi, mais vos paroles, j'en suis sûre, vont me mettre sur de nouveaux rails. L'inactivité, c'est vraiment le plus dur pour un hyperactif. Donc là, on a affaire à un hyperactif qui effectivement a du mal à changer de perception. Oui, et si je peux lui donner un petit conseil comme ça au passage, n'essayez pas d'accepter, essayez simplement d'accepter que vous n'y arrivez pas. Il verra peut-être le live, ça va peut-être y aller. Christelle qui dit, c'est vrai ça, alors ça c'est plutôt sur la séparation, je me suis séparée suite à mon BO, c'est lui qui a décidé de partir et aujourd'hui je suis incapable d'aimer de nouveau ni même essayer de nouvelles relations tant j'ai peur de souffrir à nouveau. Donc ouais, c'était en relation avec ce que tu disais tout à l'heure. Les anciens programmes sont très difficiles à changer, pas facile de trouver les bons outils pour y remédier. Et Solange qui dit c'est dur d'accepter une souffrance qui empêche de vivre aussi. Ouais, tout à fait. Et bien comprendre que c'est le fait de ne pas accepter la souffrance qui vous empêche de vivre, hein. C'est un peu paradoxal et c'est difficile peut-être à entendre, mais c'est la réalité, quoi. J'entends ce que tu dis. C'est vrai que ça paraît quand même difficile pour le coup. Enfin, on se dit on va pas y arriver comme ça, quoi, hein. Donc on aura sans doute besoin de quelqu'un pour nous y aider. Alors du coup, ça me fait la transition magnifique sur la dernière question, à savoir, ben voilà, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu proposes pour aider des personnes comme moi et comme peut-être les gens qui nous suivent ici à apprendre justement tout ça, à faire tout ça. Donc moi, j'ai créé ce que j'ai appelé le programme Libération, qui n'est plus du tout, enfin qui est aussi, mais qui n'est pas à 100% un truc de bien-être, hein. Donc c'est vraiment l'idée de travailler avec ces 3 points dont j'ai parlé, la concentration, l'observation et la vision profonde, et d'utiliser des vraies techniques de méditation, non pas pour essayer de se sentir bien tout de suite, mais pour changer ce système en profondeur et à l'intérieur. Et donc, je propose 2 formules. Il y a une formule avec un portail vidéo et des exercices à télécharger pour appliquer dans la vie de tous les jours. Parce que ça aussi, c'est une approche que je propose, hein. C'est vraiment d'avoir des outils qu'on peut utiliser tout le temps, quoi. On est en 2019, il faut arrêter de dire aux gens qu'on doit passer 20 ans dans un temple pour changer. C'est faux. Et je le vois, je vois des moines. Je continue à aller dans des temples de temps en temps. Je vois des moines, hein. Les gens ont grandi à une autre époque, hein.
Jusqu'il y a 10-20 ans, il fallait passer 20 ans dans un temple pour avoir les transformations. Aujourd'hui, ouvrez les yeux, regardez les enfants, regardez la conscience que les gens ont aujourd'hui. On voit des enfants de 6, 7, 8 ans qui essaient de changer le monde. Moi, quand j'avais 8 ans, je parlais de Barma Papa. Hein. J'essayais pas de changer le monde. Donc, il y a une conscience qui est là. On n'a plus besoin de passer 20 ans dans un temple. Donc, moi, je dis, les vraies techniques de méditation, elles doivent être accessibles aux gens et à tout le monde tout de suite pour 2 raisons. La première, c'est que les gens sont prêts. Les gens sont prêts. Il y a une conscience qui est là. Les gens sont prêts à changer. Il faut juste avoir la bonne info. Et arrêtez de leur dire que en essayant de faire des trucs stupides, ils vont être heureux. C'est pas vrai. Tant que vous refusez la réalité, vous ne serez jamais heureux. La réalité, elle est changeante, elle est impermanente et nous, on refuse ça. Je ne veux pas que ça change, je veux être heureux tout le temps, je ne veux pas mourir, je ne veux pas que mes proches soient malades et qu'ils souffrent. Ça s'appelle la vie, quoi. On refuse ça. Tant qu'il y a un refus, vous ne serez jamais heureux. Donc, c'est vraiment cette idée de j'ai perdu le fil, là. T'as juste Sébastien qui me dit, ça me rassure, je ne devrais pas me raser le crâne. Mais voilà, faut pas vous raser. Il ne faut pas me raser le crâne. Voilà. C'est pas une nécessité. Bon. Donc, la première raison, c'est qu'on est prêt. Et la deuxième, rapidement, c'est que tout simplement, c'est maintenant. Ouvrez les yeux. Si on ne fait rien et qu'on ne change pas maintenant, dans 20 ans, on est tous morts, quoi. On est en train de se flinguer, là. On le voit dans la société. Les gens n'arrivent plus à travailler comme ça. Regardez le nombre de burn-out dans les sociétés. Ça ne marche, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. C'est maintenant qu'il faut changer ça. Il faut changer soi. Il ne faut pas essayer de changer le système. Il faut changer soi à l'intérieur. J'ai plus envie de fonctionner comme ça. Ça doit partir de la base. Hein. Je ne veux plus fonctionner comme ça. Ok, donc si on a cette envie d'arriver à fonctionner autrement pour voir les choses, encore une fois, différemment de l'intérieur et de les vivre différemment de l'intérieur, pour trouver justement plus de sérénité et puis de se sentir plus heureux, voilà, la méditation, c'est ce qui permet donc de trouver ce fameux lâcher-prise dont on parlait et donc du coup d'être moins dans le combat finalement dans lequel on est généralement, quoi. Tout à fait. Finalement. Et sur mon site, sur la page d'accueil, il y a la possibilité de télécharger des méditations guidées. Et il y a une méditation de lâcher prise, justement, physique, qu'on fait face à un mur. Et j'invite vraiment les gens à l'essayer et à télécharger ça et à voir à quel point c'est efficace, quoi. Quand on arrête de se battre contre le système, hein, c'est dingue, quoi. D'accord, ouais, ok. Et donc ton site, on tape Philippe Delneufcourt et puis on tombe sur ton site. Ce sont mes initiales, hein, phid.be. C'est FIDE, hein, oui, voilà, c'est ça. Puis, mais je mettrai un lien en dessous de cette vidéo, comme ça on le trouvera plus facilement. Moi, je vous encourage vraiment à tenter. D'ailleurs, moi, je pense que je vais tenter parce que, encore une fois, je trouve que l'approche de Philippe est vraiment hyper intéressante. Donc, j'espère que ça vous a intéressé aussi. En tout cas, vous étiez assez nombreux donc à nous suivre. Je vois encore un petit message de Christelle qui disait: j'essaye aujourd'hui de penser juste au présent, de profiter au jour le jour sans penser à demain. Profiter du soleil, de la mer, boire un café, manger une glace, mais aujourd'hui, je ne sais pas encore me projeter. Mais déjà, donc, Christelle, profitez déjà de ce moment, parce qu'il faut savoir l'apprécier, c'est important. Moi, je le dis souvent, enfin, moi, pour avoir connu cette période-là, c'est un peu bizarre de dire ça, mais après coup, c'est une des meilleures périodes de ma vie, parce que c'était un moment de lâcher prise justement total, où je me posais pas de questions sur l'après, je profitais juste de l'instant présent, et c'était un vrai bonheur. Donc, profitez-en. Ouais, tout à fait. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, là, ça sera peut-être le mot de la fin, mais prenez conscience de ce que vous avez. Prenez conscience de ce que vous avez. On est en résistance parce qu'on est souvent incapable de voir ce qu'on a. On vit dans une partie du monde où on a le cul dans le beurre. Mais vraiment, allez en Inde, allez en Syrie, allez dans des pays comme ça, et puis revenez. Vous allez voir, hein, vous allez arriver ici, vous rentrez dans un magasin ici, vous dites, mais c'est quoi ce pays, quoi? Vous perdez votre travail, on vous donne de l'argent. Combien de personnes dans ce monde ont ça? On vit dans les pays où on devrait être le plus heureux, et ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce qu'on s'accroche, parce qu'on refuse une partie de ce qui existe, et on veut toujours autre chose, on veut toujours mieux. Et on vit avec cette souffrance permanente qu'on crée, en fait. C'est une création mentale, hein, même. Ouais, d'accord. Ben non, mais c'était un très beau mot de la fin.
je reste là-dessus. Relativisons les choses. En tout cas, merci, vraiment un grand merci, Philippe. C'était passionnant, mais j'avais aucun doute là-dessus. Et donc, merci à vous tous qui nous avez suivis. Et puis au plaisir. Donc, on aura l'occasion, pour ceux qui me suivront, de retrouver Philippe dans mes accompagnements, parce que moi, je suis devenue sa première fan. Voilà. Donc, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois. Oui, à bientôt.